Bonjour à tous. Alors comme la semaine dernière, je vous ai proposé une petite réflexion sur l'actualité, sur le temps sautillant de l'actualité, de ce qui était actuel ou inactuel, et ben une auditrice fidèle de la chaîne m'a évidemment envoyé la question, d'accord, c'est intéressant de réfléchir sur le temps de l'actualité, mais est-ce que vous pourriez réfléchir à l'espace, l'espace-temps? Question est passionnante, donc merci. Et puis on va essayer de réfléchir un peu aujourd'hui à l'espace qui surgit des actualités. Euh, et évidemment, on va essayer plutôt de prendre cette question sous le jour du monde, c'est-à-dire de ce qui est là en tant qu'il fait l'objet d'une expérience commune qui sort, qui est produit par les actualités, par la production médiatique de l'actualité. Alors, quand on parle du monde en tant que ce qui surgit de l'expérience commune, il faut bien voir que il y en a évidemment pour tout un chacun plusieurs, notamment celui qui sort des actualités. Et on va être vite confronté à une problématique, c'est comment est-ce que dans mon expérience commune, je, je rencontre le monde en en tant que totalité qui accueille l'expérience commune. Bah, imaginons, voilà, je suis un grec ancien, je sors de chez moi, il pleut, je peux me dire Zeus pleut, et en disant cela, en impliquant le dieu de la création, celui qui est le maître de la cité divine, je mobilise la totalité de l'univers pour comprendre la pluie qui me tombe dessus. Du tout petit lieu de mon expérience, j'englobe le monde dans sa totalité. Alors quand j'ouvre les pages du monde, ou du monde.fr, à quel monde suis-je confronté? On va voir que c'est extrêmement différent. Euh, le monde des actualités, le monde du journal de 20 heures, le monde du monde.fr, le monde du Figaro, de l'UMA.fr, de tout ce que vous voulez, le monde de l'actualité a des caractéristiques très spécifiques et en même temps paradoxales. Spécifiques et paradoxales, pourquoi? D'abord, le monde des actualités, c'est un monde qui est à la fois concentré et diffus. Il est concentré parce qu'il tient dans un appareil de télévision ou dans un ordinateur ou sur un papier journal. Il est rassemblé. On va vous parler sur quelques pages ou dans un même écran à quelques secondes d'intervalle de l'Éthiopie, du Burundi, du Vietnam, du théâtre qu'il y a dans la ville où vous habitez, de l'économie, des mœurs, de tout et n'importe quoi est rassemblé. Donc il est concentré. Il est concentré, mais simultanément, il est diffus. C'est concentré dans un objet, c'est concentré dans le temps, mais simultanément, ça devient complètement insaisissable. Or, la caractéristique du monde, c'est quand même d'être une matérialité qui est peuplée de symboles. Quand je parle d'expérience en tant qu'elle est informée par le commun, c'est bien une expérience du monde matériel qui est informée par le commun. Et en ce sens que c'est le lieu de l'action, et en ce sens le lieu de l'actualité, c'est-à-dire le lieu de l'actuel, de ce qui est en acte, et donc de ce qui se confronte à la matérialité. Je vous ai parlé la semaine dernière de la façon dont le temps de l'actualité était une négation de l'actuel. Je vais maintenant essayer de vous parler de la façon dont le monde de l'actualité est une négation de l'actuel. Donc d'abord, voilà, dans les actualités, on a un monde concentré et diffus à la fois. Premier paradoxe. Alors deuxième élément, le monde des actualités, c'est un monde qui est constitué par une série d'événements, une série continue d'événements qui surgissent, une série de surgissements. C'est comme si on se situait, je suis désolé d'y revenir, dans un temps absolument fragmentaire. Il est minuté, mais par ailleurs, sans avoir à faire aucun effort, sans se confronter à la matérialité du monde, on passe d'un événement à un événement, à un événement, à un événement qui implique un lieu, un autre continent, et impliquant eux-mêmes par ailleurs
la sphère artistique, des références géopolitiques, des références économiques, des références religieuses, des références au sport, à la sécurité, à tout ce que vous voulez, à la médecine, à la santé. Bref, prendre des nouvelles du monde, c'est prendre des nouvelles de lieux, de professions, de thèmes, de pratiques radicalement différentes et qui ne sont pas supportées par un sous-bassement matériel. Je reviens au grec, je suis un Athénien, Zeus pleut. Zeus pleut sur ma terre, sur, et j'entretiens un rapport chtonien avec ce sol, j'ai un rapport organique avec ce sol. Là, le monde est constitué, on nous décrit, on nous rapporte le monde, mais lisez le monde, lisez littéralement le monde. Le monde est ici un espace dont je ne sais pas encore s'il est matériel, un espace qui surgit sous la forme de successions indifférenciées d'événements de tout type. Bon, alors c'est pas exactement vrai, c'est pas tout à fait de tout type. C'est pas tout à fait de tout type parce qu'on ne peut pas parler absolument de n'importe quoi dans les actualités. Le monde est constitué d'événements. Alors ces événements, ça peut être une catastrophe, c'est très souvent une catastrophe, ça peut être une évolution marquante, ça peut être une fête très forte, ça peut être un événement très surprenant, un événement politique, artistique, etc. Ça peut être un événement nouveau. La chose la plus importante, c'est qu'il s'agit d'un événement. Bon, donc, deuxième élément, on a un espace constitué par une série d'événements, comme si la matière, comme si les actes ne pouvaient être saisis que dans le surgissement instantané et en même temps extrêmement éphémère de l'événement. Troisième caractéristique, euh, il est peuplé d'individus qui sont ou bien anonymes, ou bien célèbres. Il n'y a pas réellement d'intermédiaire en ce sens que le seul monde dont vous êtes privé dans les actualités, c'est le monde du familier. Mettons, si on imaginait les anonymes, les familiers, les personnes célèbres, en l'occurrence, euh, on a accès à l'anonyme, on a accès au célèbre, on n'a pas accès au familier. Si une personne que vous voyez souvent à la télévision, je sais pas moi, Jean-Pierre Foucault pour les anciens, ou Dorothée Matin, tiens encore mieux, vous est familière, si vous la croisez dans la rue, c'est bien une personne célèbre que vous croisez. En revanche, à la télé, il n'y a pas votre bistrotière, il n'y a pas votre collègue, il n'y a pas tous ceux dont vous êtes familier. Donc je reprends. Nous avons un espace de l'actualité qui est essentiellement caractérisé par le fait qu'il est concentré et diffus, qu'il apparaît, c'est une matière qui n'apparaît que par événements successifs et qui présente une population d'anonymes et de personnes célèbres. Bon. Alors ce monde concentré, diffus, a peut-être une matérialité, mais si on doit la considérer, alors c'est une matérialité fluide. Pourquoi? Parce que euh, ce qui se présente à l'expérience commune euh, est insaisissable, est en quelque sorte liquide. On vous parle des flux économiques, on vous parle des flux de migrants, on vous parle de la succession des événements politiques, on vous parle de la succession des événements culturels. On a sans arrêt quelque chose qui échappe à la saisie, qui se comporte comme un liquide. Et en ce sens, on peut effectivement reprendre cette métaphore du temps liquide, mais toujours avec cette problématique. Hein. C'est plus quelque chose de séquencé. On pourrait parler d'un flux constitué un peu comme un film de cinéma, d'une succession d'images changeantes, même si là j'emprunte une image à Georg Simmel. Bien, euh, on a une succession d'images changeantes. C'est comme en fait si on était dans une position de spectateur, ce qui est assez naturel devant les actualités en définitive. Euh, c'est donc pas tout à fait quelque chose d'immatériel, ça existe, ça demande un réseau logistique prodigieux pour exister. Ce sont des images, c'est de la matière les images.
euh, parce que pour les produire, il faut un écran, il faut des pixels, et puis parce qu'il faut des équipes techniques pour produire ces images, etc. Et puis parce que ces images-là vont ensuite informer euh, l'expérience de tous ceux qui regardent. Alors venons-en à cette expérience. C'est une expérience de l'ubiquité. On peut être partout en même temps. C'est un monde dans lequel on peut être partout en même temps et dans lequel on n'est jamais séparé par la matière. Bien. Euh, Hannah Arendt a une formule pour parler de la pluralité et du monde commun. Et elle décrit un idéal du monde commun comme étant une table qui à la fois sépare et rassemble. Alors imaginez le monde comme à la fois quelque chose qui par sa matérialité nous sépare et en même temps nous rassemble parce qu'il est le lieu de l'action commune. Si on considère le monde de l'actualité, c'est exactement l'inverse. C'est un monde connecté qui par des connexions matérielles et un travail médiatique nous rassemble et qui en même temps nous sépare. Il nous sépare parce qu'il nous projette dans quelque chose qui ne correspond en rien au lieu de notre action. C'est un monde qui matériellement nous rassemble et par l'action nous sépare, là où, inversement, le monde commun dont parlait Hannah Arendt, matériellement nous sépare et par l'action nous rassemble. Bien. Alors, l'étape suivante. À partir du moment où le monde surgit par des événements successifs, sans cesse pris par un dispositif, j'utilise le mot à dessein, mondial, de télévision ou de mondovision, c'est-à-dire qui permet de faire rentrer le monde en, en concentré et de faire rentrer le spectateur en diffusion, puisqu'il peut être partout à la fois. Dès lors qu'on a ce dispositif, le monde n'existe. Il y a événement qu'à partir du moment où cela peut être filmé, qu'à partir du moment où cela peut faire l'objet d'un contrôle médiatique, qu'à partir du moment où les actualités peuvent rendre des comptes sur ce qui se passe. Par conséquent, et on a là quelque chose qui n'est pas que métaphoriquement policier, le monde surgit de la capacité d'un contrôle vidéo. Bon. Ou journalistique si vous préférez, ou médiatique. Je viens contre les journalistes, c'est pas là la question. Or, ce contrôle produit des êtres anonymes et qui n'apparaissent pas dans le contrôle en dehors du moment où elles font événement, soit par leur célébrité, soit par une fête, une surprise, un attentat, quoi que ce soit du genre. Et par conséquent, n'apparaît au monde non plus des figures familières et qu'il est très facile de connaître, de prévoir, d'intégrer, mais des figures qu'on ne connaît pas, qui sont la plupart du temps anonymes et qui sont par nature imprévisibles. On a là un petit peu quelque chose comme une augmentation ou un phénomène à mettre en parallèle, en tout cas, euh, avec cette espèce d'abysse de la société sécuritaire. C'est-à-dire, plus on construit des dispositifs de contrôle, plus on se rend compte qu'il y a d'anonymes qu'on peut soupçonner de pouvoir agir. Plus j'ai un appareil de contrôle efficace par rapport aux terroristes, plus j'ai de suspects. Essentiellement parce qu'on crée un dispositif de contrôle qui est impersonnel, qui est systématique, qui est hors du familier, qui considère tout individu sur une base d'égalité, dans le soupçon, et par conséquent, je me retrouve avec des potentialités infinies de suspicion, là où auparavant, dans un monde familier, avec des modes de renseignement, euh, j'avais une marge de suspicion beaucoup plus faible, beaucoup plus petite. Bien, donc on se retrouve avec un monde qui est constitué d'événements, essentiellement constitué d'anonymes, qui permet l'ubiquité, euh, etc., etc., et qui nous mène dans un espace relativement inquiétant, puisque tout peut surgir à tout moment. Tout peut surgir à tout moment parce que rien n'est familier. Je crois que c'est aussi simple à comprendre que ça. En fait, on pourrait dire la chose suivante, c'est un monde euh, séquencé, fragmenté, qui permet l'ubiquité, qui est constitué d'événements, d'anonymes, et dans lequel
finalement, tout peut toujours arriver. Bien. Alors je voudrais passer avec vous maintenant quelques minutes de train ensemble, parce qu'il y a une idée qui m'est passée à l'esprit pendant que je réfléchissais à cette question de notre fidèle auditrice sur ce que c'est que le monde des actualités. On va lire ensemble un journal, mais on va le lire dans le train. On va le lire dans le train et en regardant ce qui se passe dans le train. Pourquoi? Parce que dans un train, on fait typiquement l'expérience d'une succession d'images changeantes. Or, quelle est la différence que moi je perçois, très humblement, entre regarder la télévision, le journal de 20 heures, succession d'images changeantes, et prendre le train Paris-Coulommiers avec une succession d'images changeantes? Quelle différence entre ces deux expériences? Ben, aussi étonnant que cela puisse vous paraître, c'est la différence, c'est essentiellement que n'importe où entre Paris et Coulommiers, n'importe où entre Paris et Grenoble, n'importe où entre Paris et Saint-Étienne, n'importe où entre Paris et Aachen, je peux m'arrêter, descendre et aller toucher cet arbre que je viens de voir, toquer à la porte de cette maison que je viens de croiser, aller vérifier le passage à niveau que je viens de croiser, aller à l'hôpital que je viens de voir, au marchand de chaussures, etc. Voir la petite ville. Longtemps, j'ai voulu aller à Poitiers et à Limoges ou à Angoulême, que je ne faisais que traverser en train. On peut toujours et à tout moment s'arrêter. On pourrait même, dans un cas d'extrême urgence, ou si on avait un petit coup de folie, arrêter le train et en descendre et aller toucher ce monde qui défile. À la télévision, on ne peut pas. Or, vous avez dû sûrement faire l'expérience de l'irréalité du monde traversé à travers le train. On est finalement beaucoup plus dans la cabine que dans les paysages qu'on traverse. Eh bien, dans la télévision, ce que vous voyez là est strictement impalpable, et pour des tas de raisons. La première, c'est que ça peut être extrêmement loin puisque vous êtes dans l'ubiquité. La deuxième, c'est que pour pouvoir concentrer le monde dans l'écran et vous diffuser à travers la totalité du monde rapporté par les actualités, le monde passe par un filtre médiatique, tout bêtement, des points de vue journalistiques, des approches, des lignes, des axes, des orientations politiques, et par conséquent, ce qu'on vous montre, ça n'est jamais ce qui est. On ne peut pas traduire parfaitement, c'est une interprétation, ça n'est pas votre expérience du monde, bien que ça le devienne et que ça influence, que ça tapisse en quelque sorte votre cornet. Donc, je vous propose bêtement cette comparaison comme un point d'évaluation. Le monde que vous voyez à la télé est encore moins vrai que celui que vous voyez dans un train. Il est beaucoup moins. Celui du train est vrai. Bon, alors ouvrons ensemble les pages du monde.fr. Dans quoi on va se projeter immédiatement? Alors on va se projeter dans les jeunes années où on passait le bac. On va se projeter dans l'exercice qu'on propose maintenant aux jeunes gens de passer leur thèse en 180 secondes. On se projette en Pologne où la première ministre choque. On se projette aux États-Unis où il y a une enquête sur Trump qui n'arrête pas de pas en finir. On se projette dans le futur match de boxe Mayweather-McGregor qui aura lieu en Angleterre. On se projette dans les affaires de corruption chez Total d'un médecin qui s'appelle Monsieur Aubier, etc., qui vient d'être condamné à 30 000 euros. Dans les affaires du TGV Inouï maintenant avec ce super nom qui a été trouvé. On se projette dans le fait que la Fed relève ses taux, mais si on avance un peu dans le site internet, on verra aussi qu'il y a des attentats en Somalie, des migrants qui meurent en Méditerranée, un match France-Angleterre de football, des djihadistes aux Philippines. Donc vous voyez, on voit d'un seul coup et en même temps un terrain de foot, des djihadistes dans les îles Philippines, des morts en Méditerranée et l'expérience de la mort, des attentats en Somalie et une terre somalienne et puis des lieux qui ont explosé. Les États-Unis, la Pologne, enfin, vous voyez, toute cette espèce de mélange. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez simple en fait. On vit cette espèce d'ubiquité. Alors, on peut interpréter à ce moment-là le monde vraiment comme une succession d'événements, comme je vous dis, dans lequel on est à la fois avec
toujours des inconnus, mais parfois anonymes et parfois célèbres. Euh, Ce qui est très intéressant pour moi, c'est la façon dont ça se nourrit par soi-même. Bon, juste pour en finir avec l'épisode du train, je vous propose de remarquer que on peut croire qu'on est à l'abri de l'actualité dans le train grâce à ce défilé d'images changeantes, mais en fait pas du tout. Pas du tout, regardez, on nous a mis maintenant les actualités dans le train. Ah là là, c'est terrible. Bon, heureusement on peut descendre, on peut sortir. On peut aller à Coulommiers par exemple, là c'est ce que je faisais ce jour-là. Puis traverser la ville, rencontrer les gens, essayer de changer leur vie et de changer la sienne en travaillant le monde ensemble, en faisant le monde commun ensemble. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut toujours faire, heureusement, quand on sort du train, ce qui est beaucoup plus difficile si par exemple j'avais envie d'interagir avec les djihadistes aux Philippines, les migrants en Méditerranée, les attentats en Somalie, la Fed, le médecin au biais, Monsieur Mayweather que je voudrais pas rencontrer dans un match de boxe, Trump, la Pologne et même le bac des uns et des autres. Bon, alors essayons de synthétiser un peu. Moi, j'opposerais le monde et le monde des actualités de la manière suivante. Du côté du monde, je dirais qu'il se caractérise par une forme de matérialité, de continuité, de totalité, de stabilité, et enfin, c'est quelque chose auquel on donne collectivement du sens. Donc la stabilité dans sa matérialité, même si évidemment ça évolue, et par ailleurs, stabilité dans le sens qu'on lui donne surtout. Le monde des actualités, comme objet culturel spécifique, il est caractérisé par la discontinuité, la possibilité de l'ubiquité, l'instabilité structurelle, puisqu'il est une série d'événements, une série d'apparitions, comme une émulsion, c'est-à-dire la réalité précédente n'est jamais la même. Donc cette instabilité culturelle. Du côté du monde simple, on est du côté de la familiarité. Du côté du monde de l'actualité, il n'y a pas de familiarité, justement toujours à cause de cette notion d'émulsion et de cet omnicontrôle qui fait qu'on a affaire essentiellement à des anonymes ou à des inconnus célèbres, en tout cas des gens célèbres qu'on ne connaît pas personnellement. On a un monde qui d'un côté est tellement étendu qu'il est nécessairement le lieu d'une découverte, là où de l'autre côté on est plutôt dans un modèle de surveillance et de capacité à sans cesse recenser tout événement qui se produit sur la totalité de la surface du globe. Ça s'oppose évidemment à l'ubiquité. On a un couple ici entre ubiquité et être au monde. D'un côté, je suis là où je suis, de l'autre, je peux être n'importe où à n'importe quel moment. Bien. Le seul point commun entre le monde tel que je le perçois et le monde des actualités, c'est que le monde, c'est toujours en fait ce qui résiste. Bon, voilà. Et en attendant, il y a un train qui arrive, je vous laisse. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas vous répondre de manière définitive, le monde des actualités c'est ceci, le monde des actualités c'est cela, en termes de matérialité, mais je ne veux pas complètement me défausser et je vais essayer de vous répondre de deux manières. La première piste, c'est cette idée de série d'événements et de cette façon dont l'actualité se nourrit d'elle-même. Alors, cette espèce de rapidité d'image changeante, ça peut vous faire penser à une autoroute, à une vie de Need for Speed. En fait, principalement, ça me fait penser à une émulsion. Vous voyez, comme quand on met une aspirine dans un verre d'eau, ou quand on voit de la levure dans laquelle on met de l'eau, et cette espèce de façon dont voilà, ça fait des bulles, et des bulles, et des bulles, et des bulles, et ça se nourrit de soi-même. Ça, c'est vraiment l'impression dominante que j'ai. C'est-à-dire que si je devais faire un résumé, je dirais le monde des actualités, c'est cette espèce de solution gazo-liquide, composé nébulo-gazeux qui se nourrit de lui-même. Et voilà, c'est le monde comme émulsion. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Bon, alors ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, deuxième façon de concevoir le monde des actualités, c'est ce petit sachet de sucre que j'ai trouvé dans un restaurant. Ce petit sachet de sucre, regardez bien, c'est un petit sachet de sucre bio. Et vous voyez, je trouve que le monde des actualités surgit là-dedans, comme il se nourrit de lui-même. Vous voyez l'espèce d'absurdité que c'est ce truc. 1000 informations en une, dans ce petit berlingot, on a à la fois un procédé industriel très lourd, et puis ça prétend être bio, comme si en fait la référence suffisait à elle-même, faisait monde.
Donc voilà, d'un côté l'émulsion et de l'autre côté le petit sachet de sucre qui est totalement mensonger, qui n'est plus du sucre, qui n'est pas bio, qui n'est pas un berlingot, et qui fait totalement illusion parce que il fait référence à des contenus dont on nous bombarde en permanence. Bien.